Ce livre, dans mon travail politique, il occupe une place d'étape. Il y en a eu plusieurs qui cherchent à définir une doctrine politique. Doctrine est un grand mot, hein, mais quand même, je le prends au sérieux, une doctrine politique. On a d'abord eu, dans la dernière période, j'en ai écrit 14, donc on va prendre la période depuis que j'ai rompu avec le Parti Socialiste, la social-démocratie européenne, et rallié la vague des révolutions citoyennes, ou appelez-les comme vous voulez, ou démocratiques de l'Amérique du Sud, et que nous avons entamé le processus de rénovation et de renaissance du courant révolutionnaire français. Je dis français tel qu'il résulte de la longue tradition de la gauche en France, car la gauche n'a pas toujours été, je ne dirais pas réformiste, j'ose plus prononcer un mot pareil, puisque tout le monde sait que réforme égale se faire faire les poches. Mais disons, n'a pas toujours été une gauche d'aménagement du système. En vérité, elle ne l'a été que fort rarement dans son histoire, et d'une manière qui a rarement été appréciée. En attendant, elle n'a jamais gagné de cette façon-là. Donc, ce travail, il s'est traduit par une analyse des processus de révolution dans les pays à notre époque, et de ce moment qui parvient à ce que j'ai appelé le point qu'ils s'en aillent tous, c'est-à-dire toutes les sociétés un peu complexes et un peu développées et un peu techniques et nécessitant un certain degré d'interaction entre les individus qui la composent, et notamment un dense tissu urbain, arrivent sous les coups du néolibéralisme, de ces politiques que Jacques Généraux avait qualifiées de politiques de dissociété, c'est-à-dire qui défont la société, qui détruisent les liens sociaux, arrive à un point où ceux-là même qui étaient les premiers, les plus enthousiastes partisans de la modernité, conçus comme ce processus d'individualisation des rapports sociaux, deviennent les agents d'exécution de l'ordre politique en place. C'est le point qu'ils s'en aillent tous, consigne qui a été reprise dans toute l'Amérique latine, que c'est vayan todos, et je dois vous dire que le jour où j'avais fini de boucler ce bouquin, je l'ai quand même présenté au, on va dire, bureau politique, comme ça fait peur à tout le monde, au bureau politique de mon parti, avec qui je ne pouvais quand même pas faire un coup pareil, de faire un bouquin sans prévenir personne, et on a eu une discussion extrêmement intéressante entre nous sur la ligne stratégique qui serait la nôtre. Et évidemment, j'espère que personne parmi vous ne croit qu'on improvise. En tout cas, nous n'appartenons pas à cette tradition. Moi, j'improvise pas. D'abord, on commence par de la pensée théorique, ensuite on traduit dans de la pensée stratégique et tactique, et voilà. Et donc, le débat qui a eu lieu entre nous était presque prémonitoire de celui qui, dorénavant, anime toute l'autre gauche dans les parties de l'Europe où nous ne sommes pas encore détruits. Et il y avait deux groupes, et c'est assez typé du point de vue de la génération. Mes contemporains étaient plutôt favorables à ce que j'en rabatte et qu'on ne fasse pas un titre pareil. Sur le thème, tu exagères, c'est tellement violent, on va nous accuser de populisme. Vous savez, tout le monde est très révolutionnaire, mais pas jusqu'au point de mériter l'opprobre de sa concierge. Hein. Moi, si, ça ne me dérange pas. Et je pense, dans la tradition marxiste qui est la mienne, que c'est le conflit qui crée la conscience. Parce que le consensus crée de l'obéissance, c'est tout. Bon. Et alors, au-delà des formes, qui sont toujours le premier niveau de la discussion tactique, on vous objecte toujours des arguments de communication. Il y avait évidemment un problème de fond, qui est tout à fait honorable, honnête et intéressant, parce qu'il est le sucre de ce qui se discute aujourd'hui un petit peu partout, et notamment en Espagne actuellement. Un camp disait, bon, de toute façon, la vie politique passe et passera par les partis politiques qui la traduisent, l'expriment, quelles que soient leurs imperfections, et les contradictions de la société traversent ces partis, et donc il faut les aider à cheminer à l'intérieur des partis. Donc il ne faut pas y aller trop à la hache, parce que ça pourrait bloquer ce processus de maturation. Et les autres, les plus jeunes, c'est comme ça que c'est présenté, on dit tout ça, c'est le vieux monde, parce qu'eux sont nés directement dans le monde d'après Yalta, après la chute du mur de Berlin, après la coupure qui a structuré notre imaginaire et nos comportements politiques pendant deux générations politiques. C'était l'Est et l'Ouest, le socialisme, bon, très discutable, mais quand même le socialisme, hein, et puis le capitalisme. Toute cette jeune génération, de tout ça, c'est pas dans son imaginaire, et c'est aussi lointain pour elle que pour moi, la bataille d'Alésia. Et donc, eux disaient, il faut y aller, et y aller dur en expliquant qu'on rejette tout ce système. Et eux proposaient qu'on mette comme titre « Dégagé ». Bon. Donc,
Donc il y avait vraiment une discussion où on a trouvé un point de synthèse, c'est-à-dire qu'on a fait comme j'avais dit. Et je blague un peu, hein, parce que comme c'est écrit partout que je suis un tyran, un gourou, violent, autoritaire, et tout ça, vous dites que voilà, vous en avez pour votre argent, quoi. Et la discussion, à ce moment-là, au-delà des apparences, hein, et du travail qu'on a... D'abord, eux, ils ont eu le nez creux, les plus jeunes. Parce que la vague suivante de révolution, quand elles sont arrivées dans le Maghreb, le mot d'ordre, c'était dégage. Et ce courant s'appelait dégagiste. Hein, c'est celui qu'il y a eu en Tunisie, puisque c'est là que le processus de révolution citoyenne a été le plus chimiquement pur par rapport à d'autres pays où le processus de révolution citoyenne a été interrompu par la guerre civile, qui naturellement change complètement la nature du processus révolutionnaire, le défigure et l'anéantit, pour être clair. Bon, il n'y a plus de trace de révolution citoyenne dans la guerre civile libyenne actuelle, et il n'y en a pas non plus dans la guerre civile syrienne, hein, pour prendre ces exemples. Et le mot d'ordre de dégager avait été repris en français en Égypte. Bon. Donc, ça c'était le premier bouquin qui correspond à peu près au deuxième congrès de mon parti. Le premier c'était la Fondation, et le deuxième c'était celui où justement on mettait en avant la révolution citoyenne en tant que fait social, fait politique et ligne stratégique de renversement de l'ordre établi. Bon. La révolution citoyenne, ce n'est pas une euphémisation, c'est-à-dire une précaution communicationnelle, parce que je n'oserais pas dire la révolution socialiste. Non, c'est autre chose. La révolution citoyenne intègre les tâches de la révolution socialiste, mais elle les reformule dans un nouveau cadre qui est l'acteur principal est le peuple urbanisé, mis en réseau, qui a donc une condition sociale similaire, et en tout cas un mode relationnel similaire, qui passe par les réseaux, l'acteur est le peuple. Et deuxièmement, l'objectif, c'est la souveraineté. Souveraineté sur soi, je veux décider de ma vie, je veux contrôler ce qu'il y a dans mon assiette, je veux contrôler ce que je respire, etc., etc., et souveraineté sur la société. À travers un processus particulier qui est le processus constituant, qui fait que la multitude, avec ses destins différents, ses occupations diverses, parfois contradictoires, bref, les gens passent dans la rue, vous les regardez depuis haut, vous voyez des tas de gens, il n'y a pas de rapport entre eux, des gens descendent de l'ascenseur, bon, ils ont fait un trajet commun, vous pouvez faire des statistiques à la sortie, ça ne veut rien dire. Il y a un gars qui, pour donner un exemple de qu'est-ce que c'était qu'une statistique qui ne veut rien dire, il disait, à la sortie de l'ascenseur, on interroge les gens, comme on le fait dans la rue en face, et on demande combien il y en a qui sont divorcés. Et si on s'aperçoit que sont sortis de l'ascenseur plus de gens divorcés que dans la rue, on en déduit que l'ascenseur pousse au divorce. Voilà une manière de critiquer la pseudo-rationalité des chiffres qui me paraît amusante et intéressante. Bref, cette multitude devient un peuple, c'est-à-dire se constitue en tant qu'acteur politique à travers un acte politique bien précis, une constituante convoquée et qui réunit les délégués du peuple. Et que font-ils? Ils écrivent une constitution, c'est-à-dire qu'ils décrivent les droits qu'ils se reconnaissent les uns par rapport aux autres et les droits de la société. Et le respect de l'ensemble de ces droits constitue le devoir. Ça, c'est la pensée révolutionnaire. Hein. Ceux qui vous racontent que les devoirs précèdent les droits, vous entendez ça en ce moment, tiennent les propos qui sont ceux de la réaction depuis toujours. La première fois que ça s'est fait, c'est en 1795, on a voulu faire une constitution, et maintenant il y en a assez des droits, hein, maintenant on va parler des devoirs. Et vous êtes toujours une bande de nazes pour dire, ah oui, oui, c'est important. Et on recommence le même débat depuis 2 siècles. Non, les droits sont préalables, ils sont imprescriptibles, impartageables, innégociables, et notre devoir est de les respecter, voilà, et de les faire respecter. Donc, ça c'est la partie révolution citoyenne, mais ça reste une épure, avec l'épure d'un programme. Ensuite, j'ai fait sortir le bouquin qui s'appelle La règle verte, qui permettait de définir en quoi consistait ce que je décrivais comme un intérêt général humain, qui est la nouvelle référence, le cadre à l'intérieur duquel s'inscrit la révolution citoyenne. Pour les gens de tradition matérialiste, du matérialisme philosophique, du marxisme pour faire bref, l'intérêt général est un concept très discutable, c'est un concept idéologique. Et on disait dans le jeune temps, intérêt général, c'est l'intérêt du capital. Sauf que précisément aujourd'hui, l'intérêt général, c'est le contraire de l'intérêt du capital. Parce que c'est l'intérêt du capital qui percute en permanence l'intérêt général humain, parce que le capital est productiviste, parce que le capital pousse à l'individualisation des rapports sociaux et à la perte de vue du fait que nous avons quoi? Une dépendance commune à un seul et unique écosystème dans lequel la vie humaine est possible.
Par conséquent, en formulant les choses de cette manière, on formule un humanisme révolutionnaire écologiste. C'est-à-dire qu'on part de l'idée qu'on défend l'écosystème compatible avec la vie humaine, pas la nature en général. La Terre pourrait continuer à rouler dans l'espace infini, peuplé de fourmis et de cafards, et que ça serait toujours la nature, et ça serait toujours la Terre. Donc nous défendons l'écosystème compatible avec notre propre existence. Ça, c'est le cadre, on va dire, d'ensemble de ce premier bouquin. Alors j'ai eu de la chance, comme il était dans la campagne présidentielle, c'est pas par hasard quand même, on l'a bien vendu. Il s'en est vendu 185 000. C'est pas un record incroyable, jamais j'arriverai à faire un truc pareil, sauf s'il y a à nouveau une campagne présidentielle favorable. Surtout si elle termine bien, après les gens seront obligés de l'acheter. Et après la règle verte, j'ai fait le bouquin qui s'appelle L'ère du peuple, qui décrit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cet acteur nouveau, le peuple. Pourquoi est-il un acteur nouveau? Quelles sont les conditions dans lesquelles les biens communs vont devenir une préoccupation et la défense des biens communs, une préoccupation élémentaire. Le bien commun, c'est l'eau, c'est l'air. Bon, dans ma jeunesse, déjà, quand on nous faisait des cours de marxisme, pour qu'on comprenne bien, on nous disait, ben voilà, alors il y a des choses qui ont une valeur d'usage et d'autres une valeur d'échange. Alors la valeur d'usage, quoi? Ben de l'eau. Oui, ça a une valeur d'usage, tout le monde a besoin de boire. Est-ce que ça a une valeur d'échange? Ah ben non. À l'époque, non. Parce que de l'eau potable, il y en avait. Et il n'y avait pas besoin de payer pour en avoir. Aujourd'hui, pour avoir de l'eau potable, on paye. Voilà, c'est un bien commun qui est devenu une production sociale. Bon, voilà, il y avait toujours un ballot qui disait, ah ben si, il y a de l'eau à acheter, ah bon, ça va, t'as rien compris. Eh bien, la défense de ces biens communs génère une conscience à construire, spontanée, de l'existence de ces biens communs, et donc d'une espèce de communisme initial et spontané. Bon, je ne vais pas plus loin que ça, parce que la conscience n'est pas simplement un reflet des conditions matérielles d'existence, tout le monde sait ça maintenant. Ça aussi, on s'est bien trompé, ceux qui sont de ma génération. On prenait l'exemple, on est conditionné par l'ordre établi. Alors on prenait comme exemple Pavlov et son chien, sauf qu'on n'est pas des chiens, et que personne n'est conditionné. Nous adhérons avec enthousiasme aux normes dominantes, parce que nous sommes bourrés de publicité, nous sommes bourrés d'objets dont le mode d'emploi conditionne des relations sociales particulières, crée des désirs et des frustrations qui nous font adhérer au système. Nous voulons ressembler à ceci ou cela, être vêtus de telle ou telle manière, et surtout pour ceux qui sont dans cette salle, enfants ou parents ou grands-parents de la classe moyenne, vous savez que la classe moyenne n'existe pas. Ça n'a pas de statut social. Si ça existe par une chose, un niveau de revenu moyen et des consommations ostentatoires qui vous décrivent dans votre appartenance à une catégorie sociale. Donc, la mécanique interne de la classe moyenne se définissant par des consommations ostentatoires pousse au productivisme. L'intelligence du système est de pousser à ça continuellement. Bref, dans l'ère du peuple, c'est ce mécanisme-là que j'essaye de décrire. Et là, j'arrive à quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est la place de l'organisation politique des nations. Alors ça ne se présente pas comme ça, mais vous êtes venus pour participer à l'université populaire, donc je ne vais pas vous raconter de salade. C'est à ça, évidemment, que je voudrais que beaucoup de camarades réfléchissent. Je sais très bien comment ça commence. À peine le livre était-il sorti, que beaucoup de gens qui ne l'avaient pas lu m'ont immédiatement accusé de germanophobie. Parce que me balancer des sauts de bouillasse fait partie du truc. Chacun a des intérêts différents, les socialistes, on comprend pourquoi. Il faut absolument qu'ils éliminent tout le monde avant l'élection présidentielle, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait quelqu'un en face de François Hollande qui puisse lui tenir tête. Les poussières, ils veulent bien, mais pas quelque chose qui représente des millions de gens qui ont une pensée claire. Et nous, ça fait depuis 2012 qu'on travaille à construire, qui existe déjà, une pensée claire, parce que beaucoup d'entre vous s'instruisent tout seuls, en lisant, en cherchant, en parlant avec les copains, tout ça, et puis on cristallise. Donc ça, c'est ça qu'il faut éliminer. Pour ça, comme pour l'instant, on a un porte-parole visible, en l'occurrence votre serviteur, il faut le démolir. Le démolir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il dise, quoi que je fasse. Bon, ça fait partie de la lutte. Des fois, c'est très pénible pour moi aussi, parce qu'après on me dit, ah, t'as vu ton Mélenchon, ce qu'il a dit? L'autre, il n'a rien lu, il n'est pas au courant, il n'a pas compris la moitié des choses qu'on dit contre moi, mais ça fait rien, il répète, ça fait genre. Et ainsi de suite. Alors, je dis que je m'oppose à la guerre contre la Russie, on me réplique que on me rend pas en putinien. Mais pourquoi serais-je putinien? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je pourrais être putinien? Voilà. Est-ce qu'il y a une raison? On pourrait m'en
citer une. Alors s'ils en ont trouvé une, je suis prisonnier de vieux archétypes anti-américains. Oh, c'est pas si vieux que ça. C'est pas un archétype, c'est une réalité. Les Américains constituent une puissance dominante, agressive, nocive, bellicide et antipopulaire. Et à l'heure à laquelle je vous parle, ils sont en train d'agiter leurs marionnettes en Équateur pour essayer de provoquer un coup d'État. D'accord? Macron fait les coups d'État avec les nazes qu'on a sous la main. Là, ils ont les riches qui viennent se battre contre une loi sur l'héritage. Bon, je ne sors pas trop du sujet, mais c'est quand même, je suis déjà sorti. Mais c'est pour dire que le livre, évidemment, a été immédiatement accueilli, et puis il y a certains qui ont fait du zèle pour des raisons qui concernaient leur propre trajectoire. Moi, je n'ai pas compris pourquoi Cécile Duflot me compare à Déroulède à propos de ce livre. Maintenant, je pense que parmi vous, vous l'avez lu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans de nationaliste? Il n'y a pas une ligne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'anti-allemand? Rien. Puisque je décris au contraire que le fait que les premières victimes de tout ça, ce sont les Allemands eux-mêmes, avec leurs 13 millions de pauvres et le reste de ce que je décris. Alors, maintenant, je vous raconte comment l'idée vient au point de départ. D'abord, c'est le traitement qui est fait à la Grèce. Mon indignation n'est pas morale seulement, elle est morale. Hein, et elle est philosophique. Enfin, on n'a pas fait l'Europe pour ça. Mais je vous signale qu'il y avait eu un coup de semonce extrêmement violent de donner avec Chypre. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, François Delapierre avait traité le ministre des Finances de salopard. Salopard, comment vous parlez? Quelle honte, il ne faut pas parler comme ça. Je ne sais pas comment il faut qu'on leur parle. Il faudrait leur dire, Monseigneur, le très gentil, magnifique et très intelligent Pierre Moscovici a peut-être pas servi la France et ses intérêts en se comportant de cette manière. Qu'est-ce qu'on a fait à Chypre? On leur amène un mémorandum de réforme structurelle. Il n'y a pas un député, même un qu'ils auraient pu acheter, un de droite, ou un pourri quelconque, là, qui aurait levé la main comme un animal qu'il est. Même pas un vote le mémorandum. C'est extraordinaire. On leur impose de force le mémorandum en leur coupant les liquidités, c'est-à-dire Chypre n'a plus d'argent. Ça a été fait sous vos yeux, ça. Il n'y avait pas besoin d'être un aigle de stratégie politique pour comprendre ce qu'il faisait sur Chypre. Parce que Chypre était hors d'état de se défendre, et qu'une fois qu'il l'aurait fait à Chypre et que tout le monde est d'accord, donc on le fait aux autres. Et maintenant, on nous l'a rendu à la Grèce. Les amis, demain, c'est notre tour. Ou celui de l'Espagne. Car dans la géopolitique a toujours commandé à la politique. Quand le gouvernement allemand parle du Club Med, comme ils disent, il parle de qui? De l'Italie, d'abord de la France, deuxième puissance économique, de l'Italie, troisième puissance économique, de l'Espagne, quatrième puissance économique du vieux continent, c'est-à-dire directement de ses concurrents. Voilà de quoi on parle, quand on regarde de haut le Club Med. Donc vous voyez que tout ça, c'est pas que du vocabulaire, ce sont des réalités de rapport de force. Donc le bouquin, premier élément, qu'est-ce qui donne l'autorité à des gens de parler comme ça aux Grecs? Qu'est-ce qui fait qu'un chat au bleu, le ministre de l'économie et des finances, peut se permettre de parler comme ça? Et devant tout le monde. C'est que quelque part, un argument de propagande est passé, c'est qu'il y a un modèle qui marche. Une bonne façon de faire de l'économie, une bonne façon de faire tourner un pays, c'est le modèle allemand. Et on nous a saoulés avec le modèle allemand. Alors maintenant, je vois Libération, qui j'avais une occasion de me taper dessus, je lui rends bien d'ailleurs. On verra que je ne durerai plus longtemps que Libération. Et bon, on dit, oui, il n'y avait pas besoin, on l'avait déjà dit. Très bien, si on l'a déjà dit, pourquoi m'engueuler? C'est le rôle d'un responsable politique, me semble-t-il, de faire des synthèses et de les proposer comme des objets politiques. Donc, si tout le monde est d'accord pour dire que c'est une imposture, je m'étonne qu'on s'en prenne à moi aussi violemment, et surtout qu'on se soit tu avec autant de zèle quand des gens comme François Hollande va au congrès du SPD et dit « Vous avez fait des bonnes réformes en Allemagne de M. Schröder, il faudrait qu'on les fasse en France. » Et tout le monde acclame ce réalisme. Et quand Nicolas Sarkozy dit moi je fais le truc qui marche en Allemagne, et puis après il rentre à la maison, il va au meeting, il raconte n'importe quoi. Il dit nous on n'a pas inventé la Shoah, nos enfants ils n'ont pas envie d'aller en Allemagne, ils vont en Angleterre. C'est pas moi qui ai dit ça. Moi il n'y a rien de tout ça dans mon livre. Rien, c'est lui. Mais là c'est délicieux. C'est poli, c'est modéré. Et pareil, alors c'était le concours d'imbécilité. Le journal Le Monde qui me... Mélenchon, enfin c'est insupportable. Il dessert sa cause avec ses excès. Il dit que le gouvernement allemand déporte les personnes âgées. Mais oui, c'est vous qui avez écrit le journal Le Monde, c'est pas moi. Je l'ai lu dans votre journal. Et c'est un syndicaliste allemand qui a parlé de déportation. Voilà comment on retourne
Donc, évidemment, pourquoi? Parce que ce que je mets en cause, moi, à travers le modèle allemand, c'est le modèle capitaliste, productiviste. Eux, ils veulent bien dénoncer tout ce qu'on veut, sauf ça. Et si vous touchez au modèle allemand, vous touchez à la logique d'ensemble du modèle de construction européenne et de ce qu'ils essayent de faire dans chacun de leurs pays. Ce qui donne de l'autorité à un chat au bleu et aux autres, c'est qu'on pense que le système marche. Donc, premier élément, ceci est un objet de décontamination, désintoxication. Donc, quand j'ai fait, je vais vous raconter comment j'écris mes livres, je fais un plan. En général, je commence par écrire des trucs dans mon blog, et puis quand je chante ces murs, hop, ça y est, je fais une synthèse. Je fais un plan, on découpe en chapitres, on ramasse des fiches, on fait tout ce qu'il faut, et puis à la fin, moi je rédige. Et puis, quand j'arrive à la fin, je décide, des fois je change complètement l'ordre. Hein. Alors je pose mes piles par terre, et je les change de place, parce que j'y arrive pas dans l'ordinateur avec le cadran, l'écran, c'est trop petit. Et donc je me suis dit, moi, normalement, lors de l'exposé logique, je commence par vous expliquer ce qu'est le cœur de la politique du gouvernement allemand et pourquoi et comment. Et après, bon, j'ai commencé à l'inverse, j'ai commencé par l'écologie, pour vous montrer le bilan désastreux de tout ça. Alors évidemment, il y a un ton qui est moqueur. Le livre commence en disant, ceci est un pamphlet par un ouvrage savant. Parce que je suis modeste. Bon, j'ai emprunté beaucoup à des gens qui ont travaillé très sérieusement. J'ai emprunté à Guillaume Duval, qui a fait le bouquin le Made in Germany, et j'ai emprunté beaucoup à Bruno Audin, qui est un journaliste de l'humanité, qui est vraiment le spécialiste le plus intéressant et le plus percutant des relations sociales en Allemagne, et puis plein d'autres choses un petit peu partout. Dans les livres des uns et des autres, je reconnais que c'était une recherche intéressée. Je cherchais ce que je voulais trouver, comme disait Picasso. On ne cherche pas, on trouve. Donc je commence par l'écologie pour vous montrer, parce que bon, ça part d'une image un peu piquante, on s'imagine les Allemands en train de respirer l'air pur dans leur forêt de sapin qui viennent appliquer que leur bagnole, hein, et j'ai dit, bah tout ça c'est une légende, ça n'existe pas. Bon voilà le bilan du modèle écologique allemand. Ben, c'est l'agro-business, c'est quand même eux les inventeurs des systèmes d'élevage de masse, des fermes de 1000 vaches et ainsi de suite. Pour vous dire, je vous raconte quelque chose qui est presque un secret de fabrication. J'avais mis les vaches en camp de concentration. Et nos collaborateurs m'ont dit, tu ne peux pas faire ça. Parce que ça va encore faire des histoires qu'on ne va pas contrôler, donc il faut mettre autre chose. Bon, très bien, on enlève. Je comprends que ça puisse choquer, donc je comprends que ça puisse vraiment choquer. Donc j'ai mis les vaches en boîte à sardines. Apparemment, ça choque moins. Les sardines n'ont pas tant d'avis que ça, finalement. Bon, bref, personne n'en a dans sa famille. Voilà. Alors, je montre le rôle de l'agro-business, je montre comment c'est eux les inventeurs du manger dégueulasse, la malbouffe à pas cher, quelle boîte ça concerne, et puis je montre le poids de l'industrie chimique allemande, où ils ne se sont même pas donné le mal de changer ni les propriétaires, ni les noms, ni les actionnaires, de ceux qui avaient inventé tout ce qui a servi à tout ce que vous savez pendant la guerre. Et ce sont les deux grands groupes chimiques allemands qui, aujourd'hui, sont ceux qui poussent aux OGM. C'est eux qui ont fait pression jusqu'à ce que l'Europe autorise les OGM. Parce qu'ils mettent des cultures OGM en circulation qui nécessitent des quantités qui, en quelque sorte, libèrent l'usage des pesticides. Alors nous, on entend dire, ah ben non, on fait des OGM pour qu'il n'y ait pas de pesticides. Erreur totale. Ils font des OGM qui rendent certaines espèces résistantes aux pesticides. Ce qui veut dire que les autres ne le sont pas, donc on les arrose à mort. Et quand on les arrose à mort, on ne détruit pas sa propre culture. Ça, c'est ça le système. Bon, je vais aller vite parce que sinon il y en a pour 2 heures. Mais c'est donc, premier élément, les éléments du vécu. Et puis évidemment, je prends le fait qu'ils ont arrêté le nucléaire pour passer au charbon. Et le charbon, le pire de tous, le limite. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est le premier émetteur de CO2 de toute l'Europe. Le deuxième échec, la deuxième imposture, hein, donc ce n'est pas un modèle écologique d'organisation de la société, ce n'est pas non plus un modèle social. Mais ça c'est pareil, ils ont du mal à le croire. Vous leur dites, ne le croient pas. Quand je dis qu'il y a des jobs à 1 euro en Allemagne, il y a plein de gens qui ne croient pas que c'est vrai. Ils croient que j'exagère. Non, à 1 euro. Si vous avez refusé une offre d'emploi, vous êtes obligé, sinon vous perdez toutes vos prestations sociales, d'accepter un job, fût-ce à 1 euro. Et il y a des jobs à 1 euro. Vous allez travailler pour 1 euro de l'heure. Voilà. Évidemment que ça provoque un effondrement de la rémunération moyenne, et c'est comme ça que vous pouvez avoir dans le même pays des gens qui viennent faire tourner des abattoirs à 3 euros de l'heure, des gens qui à côté travaillent à 1 euro, et des 12 millions de pauvres, incluant dedans la moitié de travailleurs pauvres.
avec des salaires à 450 €. Vous regarderez sur les petites bandes, mes camarades ont fabriqué des choses très excitantes, des petites vidéos un peu provocantes, et on voit une brave dame, parce que c'est une jeune femme d'ailleurs, elle est là, elle dit bon, ben, moi ça fait 5 ans que je travaille là, bon, je suis contente, mais j'estime que quand même je pourrais être un peu augmenté, parce que je gagne 450 € mensuels, et bon, pour le nombre de... Vous n'en revenez pas. Elle travaille pour 450 €, elle est contente d'avoir du boulot et d'avoir 450 €. Il y a une espèce de discipline qui a été inculquée, que les gens font supportent n'importe quoi. Évidemment, c'est l'emploi féminin qui est le plus maltraité, ça c'est dans toute l'Europe, mais là ça prend une tournure particulière, parce que dans les chèques, là j'évoque très rapidement le niveau de la rémunération sociale, on va expliquer comment ça s'est fait, mais l'autre échec, c'est évidemment, bon, à quoi vous jugez du succès d'une société? Si vous êtes les marioles de commentateurs économiques de la radio, de la télé, de la presse écrite, c'est ils ont vendu des grosses bagnoles, des voitures, des machines-outils, parce que le but dans la vie, c'est de vendre des voitures et des machines-outils. Vous-même, la nuit, vous vous couchez en disant comment vais-je vendre des bagnoles et des machines-outils. Le dimanche, vous êtes là, nostalgique, pensant aux bagnoles que vous allez vendre. Qu'est-ce que c'est que cette vision du monde? Il y a des petites choses simples, des petits bonheurs simples. C'est justement cela qui sont refusés. Et moi, je continue à considérer que le problème de la natalité a à voir avec l'idée qu'on se fait du futur et du bonheur. Alors, comme on m'a posé toutes les questions, y compris les plus offensantes, on m'a dit « Ah, vous êtes devenu nataliste !» En quoi vouloir avoir des enfants, c'est être nataliste? Non, être nataliste, c'est obliger les gens à avoir des enfants quand ils n'ont pas envie, surtout les femmes, hein, ou vouloir, je ne sais pas quoi, fixer des quotas de nombre d'enfants par femme. Avoir des enfants, ça paraît être une aspiration que tout le monde ne partage pas, mais qui est assez naturelle. Et vous avez le droit de vous interroger dans une société, il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. Alors c'est ça leur situation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. À la une de Spiegel qui dit une nation est en train de mourir, parce qu'à chaque fois qu'ils ont des statistiques, c'est déplorable. Et quand vous regardez ce que le standard de vie moyen, là je persiste, hein, mais avec bonheur, ben voilà, tous les ans il y a 25 000 jeunes Allemands qui quittent l'Allemagne. Pourtant c'est le pays le plus riche, il y a du boulot pour tout le monde, nanana, mais ils en ont. Apparemment ça leur convient pas. D'accord, j'ai exagéré. J'aurais pas dû dire, mais personne n'aurait fait attention à ce que je disais, comme je l'ai dit une fois, j'ai dit qui a envie d'être allemand? Pas les Allemands eux-mêmes, ceux qui sont s'en vont, et les autres qui naissent pas. Ben bon, c'est une des façons de percer le blindage. Vous faites une blague comme ça, alors il y a eu ma photo partout dans la presse allemande pour que tout le monde comprenne bien, alors j'ai les cheveux comme ça sur la tête, j'ai la bouche ouverte comme ça, et les mains encrochées, je ne sais pas où ils m'ont eu comme ça, mais c'est pas facile à faire. Alors comme ça, tout le monde comprend bien, même l'imbécile de base, il comprend que je suis vraiment un Français dégoûtant, et en rouge, qui explique pas. Alors, c'est un problème que ce rapport à soi-même et à la vie en commun. Après, la question des personnes âgées, alors on me dit, mais en France, c'est pas mieux aussi, mais c'est pas le sujet. Je ne fais pas un bouquin sur la France, je fais un bouquin sur le modèle qu'on nous propose. On a compris qu'en France, rien n'est bien, tout est de travers, le peuple est incapable, sont des feignants qui se la coulent douce, avec des avantages sociaux qui vont à Pôle emploi ramasser des indemnités colossales en échange du fait qu'ils ne fichent rien. Ça, on le sait. D'ailleurs, on nous le répète tous les jours, comme ça on est fixé. Et là, c'est un bouquin sur le modèle. Donc si c'est un modèle, pour moi, c'est pas un modèle, une société où il n'y a pas d'enfants, et où les personnes âgées, on ne peut pas les accueillir, on les exporte. C'est pas moi qui ai dit exporter, c'est le monde. Et le syndicaliste allemand a dit qu'on les déporte. Et il dit, c'est pas juste d'envoyer à l'extérieur les gens qui ont construit le pays et la richesse telle qu'elle est là. Là aussi, j'essaye d'aller le plus vite possible. Pour moi, donc, ça, ce sont des signaux d'un échec. Je ne suis pas d'accord avec ce type de société, et comme je ne pense pas que ce type de société soit lié à une espèce d'essence allemande, c'est pas lié au fait que parce que les gens sont allemands, donc ils n'aiment pas les enfants, donc ils ne s'occupent pas des personnes âgées, etc. C'est parce que c'est un système économique et social que je vais décrire, et je vais dire voilà pourquoi c'est comme ça. Et dans le modèle que vous nous proposez, voilà comment les gens sont traités. Donc vous voyez bien que c'est le contraire d'un discours ethniciste ou nationaliste ou germanophobe. C'est le contraire. Ça met au contraire en avant ce que nous avons en commun, notre commune humanité. Enfin, l'échec économique. Là, c'est plus dur encore. Parce que dans tout ça, en gros, et d'après la propagande de Mme Merkel, ça serait dû aux travailleurs allemands qui travaillent dur pendant que les autres la coulent douce. Et vous la voyez, elle, qui n'est pas gênée du tout de critiquer les autres, il n'y a pas un chef de gouvernement qui oserait faire ça, qui au congrès de son parti dit ah ben c'est pas normal, que bon, on travaille beaucoup et on part à la retraite plus tard, pendant qu'il y en a d'autres qui travaillent moins et qui partent à la retraite plus tôt. Le Portugal, l'Espagne et l'Italie et la Grèce devraient faire des efforts.
C'est inouï. Vous imaginez, moi, pour 10 fois moins que ça, je me fais traiter de tous les noms. Mais elle peut, c'est charmant, c'est vrai, sauf que tout est faux. Et je vais vous dire, c'est tellement faux que je suis de mauvaise foi. Parce que quand on regarde le nombre d'heures travaillées par salarié, et qu'on compare ça, je me permets de vous le dire, ça ne veut rien dire. Parce que c'est quoi le modèle? Ceux qui travaillent le plus sont les plus gros bosseurs? Non, c'est ceux qui ont les moins bonnes machines. La productivité, le nombre d'heures de travail, c'est en rien un signal d'une réussite ou d'une performance économique. Ceux qui travaillent le plus en Europe, c'est les Roumains en nombre d'heures. Après, c'est les Grecs. Alors, imitons le modèle roumain pendant qu'on y est. Bien sûr que non. Et là, on revient sur les vieilles bases du progrès, c'est que la machine soulage la peine pour l'être humain, à condition que la richesse que produit la machine soit correctement répartie. Sinon, la machine, au lieu d'être un instrument de progrès, devient un instrument de mort sociale. Bon. Mais en tout cas, ce n'est pas vrai que les Portugais, les Grecs et les Italiens partent à la retraite plus vite que les Allemands. C'est le contraire. Ils partent plus tard. Et ceux qui partent le plus tard, c'est les Grecs. Pas de bol, hein. Et ceux qui travaillent le plus, c'est les Portugais, avec la productivité qui est supérieure à celle des travailleurs allemands. Je dis les Portugais parce que c'est toujours eux les têtes à claque. D'habitude, du Club Med, de ceux qui ne savent rien faire. Donc, moi, je réagis en donnant des faits qui sont destinés à faire réfléchir. Après, évidemment que mon bouquin fonctionne comme une alerte, les amis. On n'est pas simplement dans une discussion abstraite sur la valeur comparée de telle ou telle manière d'organiser la société. Le modèle allemand, c'est-à-dire, pour faire la phrase au complet, le modèle des conservateurs et des capitalistes allemands s'exprimant à travers le parti majoritaire du CSU et Madame Merkel. Faites bref, M. Mélenchon, en quelques mots, eh bien, ce modèle est dangereux pour l'Europe. D'abord, il est dangereux parce qu'il est intransportable. Il correspond à un type de société. Pourquoi les choses se passent-elles comme ça? On va voir après l'habillage. Il y a une mécanique, une raison d'être interne à cette société. Ceux qui dirigent l'Allemagne, c'est une certaine catégorie de la population qui va voter. En France, c'est pareil. Il y a un institut du PS qui proposait qu'on s'en tienne à ceux qui vont voter. En même temps, les abstentionnistes, les milieux populaires, de toute façon, ils sont ingrats, on les laisse tomber, ça ne nous intéresse pas. C'est la fondation Terra Nova qui a proposé ça. Donc, en Allemagne, ceux qui ont été les bénéficiaires de la période d'expansion, la période du baby-boom, quand Schröder a détruit le système de retraite par répartition, il a laissé un système avec des retraites par répartition extrêmement faibles. La classe moyenne supérieure, ceux qui gagnaient bien leur vie, qu'ils soient contremaîtres, ouvriers hautement spécialisés ou ingénieurs, etc., est passé sur les régimes par capitalisation. Je ne vous fais pas l'injure de décrire à cette salle la différence qu'il y a entre les deux. Mais quand vous dépendez pour votre retraite du régime par capitalisation, vous n'avez pas du tout les mêmes réactions que ceux qui dépendent d'un régime par répartition. Quand vous êtes par répartition, vous avez intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens qui bossent, si possible qu'ils aient de bons salaires, parce qu'ils vont mettre de bonnes cotisations, qui vont profiter à ceux qui sont à la retraite au moment où ils sont à la retraite. C'est pas pour rien qu'on a défendu le système de répartition. C'est pas seulement parce qu'il est plus stable et plus raisonnable et moins coûteux que le système par capitalisation, c'est parce qu'il induit un mode de relation entre les gens. Le système par capitalisation, c'est l'inverse. Il faut à tout prix que les boîtes dégagent le plus possible de profit pour le donner en dividende, pour que ça vous vienne dans votre pension, ça ne tombe pas du ciel. Donc, si vous préférez les dividendes, vous préférez à quoi? On ne peut pas tout faire en même temps. Les dividendes plutôt que les bons salaires. Les dividendes plutôt que l'impôt, qui sert à payer les équipements collectifs. D'où deux conséquences, les salaires tassés et bloqués, les investissements et les impôts évidemment bloqués ou à la baisse, et donc les investissements en très mauvais état. L'Allemagne est un pays en très mauvais état pour ses investissements publics, routes et ainsi de suite. J'ai sauté tout à l'heure, vous direz, sur les crèches et les équipements collectifs d'accueil de la petite enfance. Bon, ça a un rapport avec la population, mais la racine de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour le faire, mais cet argent est occupé à autre chose. Et vous avez donc une catégorie de la population qui a intérêt à des hauts niveaux de dividendes, de profit, et à un euro très fort. Parce qu'avec l'euro très fort, vous achetez à des prix plus bas des marchandises importées. Et quand cette population tend tendanciellement à être majoritaire dans la société, c'est elle qui décide. Mais ce modèle-là a supposé que ce soit ça un modèle de vie pour les Allemands, ce que ça n'est pas, car je vous rappelle pour la troisième fois qu'il y a 13 millions de pauvres chez eux. En tout cas, chez nous, c'est absolument mortel de faire ça. Parce que nous sommes une population en expansion.
Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais aussi on est en train de fermer les crèches, les structures d'accueil, de concentrer, de faire des mégapoles, etc. Mais pour l'instant, la tendance, ça reste celle-là, à une population qui rajeunit. Et cette population qui rajeunit, mécaniquement, là aussi, il n'y a pas besoin d'être un grand sociologue pour le comprendre, ben, il lui faut des équipements collectifs. Il faut des postes de travail, il faut des équipements collectifs, il faut du partage pour arriver à accueillir les générations qui arrivent en nombre croissant. Donc il faut beaucoup de renouveau. Et puis quand nous sommes confrontés à la crise écologique, il faut du renouveau des machines, des process de production, pour que tout ça soit conforme à la règle verte, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra y venir. Donc vous voyez bien que si on transpose le modèle allemand, qui ne fonctionne pas en tant que modèle de vie sociale décente, qu'on l'applique à un pays qui a les besoins exactement inverses, vous voyez forcément ce que ça va produire. Et bien ça le produit. C'est-à-dire des tensions sociales d'une violence extraordinaire, que le système amortit en désignant comme ennemi l'autre, l'étranger, et en ethnicisant tous les conflits sociaux. C'est l'ethnicisation qui occupe le premier plan de la querelle publique. Ce n'est plus la répartition, ce n'est plus la politique publique. Le problème, c'est l'islam. Voilà. Alors, suivant les pays, ça dépend. Ici, c'est l'islam. Si vous montez un peu plus haut, c'est les Roumains. Chez les Roumains, c'est les Hongrois. Chez les Hongrois, c'est les Roumains, etc., etc., etc. Cette violence, vous pourrez dire, bon, après tout, ça pourrait s'amortir si les gens étaient raisonnables. Non, de quoi ça serait? Car cette méthode politique a un point d'appui au départ. Ils ont essayé à un endroit. Ça s'est passé au moment de la réunification. Et on ne s'en est pas occupé, nous tous. On a dit, bon, c'est une histoire d'Allemands, ils s'arrangent entre eux. Bon, on a toussé quand ils ont dit qu'un marque de l'Est valait un marque de l'Ouest, parce que c'était pas vrai, et que tout le monde savait que ça déclencherait une inflation terrifiante, de mettre une masse pareille de monnaie en circulation, sans contrepartie matérielle. Et comme il y aurait de l'inflation, et bien comme la structure de la population allemande était déjà scalée, il fallait garantir la stabilité de la monnaie, donc ils ont monté les taux d'intérêt de la Banque centrale allemande, parce que l'inflation commençait à être 4-5. Hein. La meilleure inflation, si vous avez acheté votre maison, c'est 10. En 10 ans, la dette est réglée. Bon, bref, ça c'est un truc pour les petits. Parce qu'ils vous disent tout le temps que l'inflation, ça fait surtout pâtir les petits. Oui, oui, mais il y a aussi il y a du bon là-dedans. Bref, tous les pays d'Europe ont dû suivre la Banque centrale allemande. Puisqu'elle augmentait ses taux d'intérêt, il fallait suivre, parce que sinon, ce sont les réserves de la France qui seraient parties. Donc nous, on s'est retrouvés à élever des taux d'intérêt, à ralentir le cycle économique, uniquement parce qu'on suivait quelque chose qui avait été décidé en Allemagne, avec déjà un exercice de monnaie unique qui vient directement enfoncer la logique économique, qui était un décalage de productivité et d'organisation du travail entre les deux morceaux, qu'évidemment l'Allemagne de l'Est est instantanément tombée à genoux. Alors il y en a que ça rajoute. Oui, ben c'est le communisme. Non, ça n'a rien à voir avec le communisme, mes chers amis. Le niveau d'organisation et d'équipement de l'Allemagne de l'Est, vous le mettriez dans certains pays aujourd'hui, ça ne ferait d'eux des pays riches. C'est pas le sujet. C'est comment le circuit commercial a été fait. Et là, les dirigeants capitalistes allemands ont découvert quelque chose à quoi ils n'espéraient pas eux-mêmes accéder. Ils ont fait un groupe qui s'appelle Treuhand, et puis ils se sont retrouvés là-dedans. Il n'y avait que des capitalistes, pas un seul syndicaliste. Ils se sont appropriés, on leur a approprié la totalité de la propriété publique, des commerces et des industries. Et ils ont décidé tout seuls ce qui fermait, ce qui ouvrait, ce qui vendait, ce qui rachetait. Et 25 ans après, alors sans aucun compromis social, évidemment, ils ont passé tous les acquis sociaux à la moulinette. Et il y avait des acquis sociaux de l'Allemagne de l'Est. J'espère que vous ne pensez pas que c'était un bagne où les gens allaient au travail à coups de fouet. Bon, c'était une société, l'Allemagne de l'Est. On peut la discuter, la critiquer, mais c'est une société. Elle a été intégralement détruite. Et notamment, tout ce qui tenait à la conciliation de la vie professionnelle des femmes avec la maternité. Et pour ce qui est des compromis salariaux, terminé. 25 ans après la réunification, les travailleurs d'Allemagne de l'Est ne sont toujours pas payés comme ceux de l'Allemagne de l'Ouest. Et on ne peut pas dire que c'est à cause du retard productif, parce que précisément comme le capital a été renouvelé dans l'Allemagne de l'Est, c'est là que se trouvent les machines les plus performantes, puisque c'est les plus récentes. Bon. Mais le modèle d'annexion de l'Allemagne de l'Est, je sais que le mot choc quand je dis annexion, on se dit, ben, non, tout ça c'est l'Allemagne. Mais toutes les amis, calmez-vous. L'Allemagne, c'est un pays très récent. Ça date de 1870 et son unification s'est fait dans la guerre contre les Français. Bon. C'est pas évident que ça fasse un seul pays. D'ailleurs, eux-mêmes ne trouvent pas ça évident. La preuve, ils ont des Länder. Et si vous croyez que les Länder, c'était pour faire du Hollande avant l'heure, non, vous vous trompez. C'est tout simplement parce que ça correspondait à ce qu'était la façon avec laquelle
s'est constituée la nation allemande, qui est une addition de principautés, d'évêchés, de villes-États, etc., etc., et ça continue. Et quand aujourd'hui on dit au gogo, oui, nous allons faire 13 régions pour faire comme les Länder, ça ne veut strictement rien dire. Les régions françaises actuelles, les 21, sont en surface plus étendue que les Länder allemands. Donc on fait du bruit avec sa bouche pour impressionner les gens. Ah, c'est l'Allemagne, ah, c'est sérieux, Deutsche Qualität. Ça, c'est sûr que s'ils le font, c'est que c'est bien, ça doit être sérieux. Alors, ce modèle d'annexion de l'Allemagne de l'Est a ensuite fourni la matrice pour tout le reste. C'est-à-dire qu'à mesure que les pays de l'Est changeaient de régime, une révolution s'est produite dans tous ces pays de l'Est. C'est une révolution quand vous changez l'ordre de la propriété, massivement, la propriété collective devient de la propriété privée. Que vous changez l'ordre juridique et que vous changez l'ordre institutionnel, ça s'appelle une révolution. Sauf que là, ça s'apparentait à une contre-révolution. C'est une révolution. Imaginez-vous maintenant, je laisse de côté tous ces aspects-là. Je regarde qu'une chose. Vous aviez des pays qui étaient intégrés à l'intérieur d'une économie globale, qui était le Comecom, qui était le marché commun communiste, hein, avec la Russie. Donc tous les circuits commerciaux, l'organisation de je produis, puis j'amène des pièces à tel endroit, puis c'est vendu à tel autre, j'assemble, etc. Toute cette organisation commerciale, productive, de transport, c'est tout ça qui, dans le modèle de l'annexion, doit être détruit pour être inversé. C'est tous les circuits économiques de ces pays qui allaient vers la Russie et en échange avec les pays du Comecom, qui doivent être retournés pour être vers l'Allemagne. C'est ça que décrit Guillaume Duval dans son bouquin Made in Germany. Il montre comment tous ces pays sont mis à contribution pour préparer des pièces détachées qui sont ensuite assemblées en Allemagne. Alors elles sont produites à des tarifs horaires que je ne fais pas l'injure de vous décrire, et ensuite ça arrive en Allemagne, où en effet les usines d'assemblage sont de haut niveau, et se concentrent, c'est là où sont concentrés les syndicats qui obtiennent les meilleurs résultats salariaux pour les salariés, et c'est toujours ça qu'on vous met en avant. La prime dans l'automobile, la prime dans la machine-outil, c'est bien tout le reste. Et tout le reste, ils ne font pas que des machines, outils et des bagnoles en Allemagne. Il y a plein d'autres choses, il y a des commerces, il y a plein de choses. Alors là, effondrement des salaires en moyenne. Donc vous voyez tout ça, une cohérence. C'est pas une affaire de drapeau, c'est une organisation. Et voici ce que j'ai à dire aux camarades. Vous ne pouvez pas dénoncer le productivisme, le capitalisme. On m'a dit 10 fois, est-ce qu'on ne doit pas plutôt dire que c'est le capitalisme? Oui, on peut dire que c'est le capitalisme, mais à ce degré de généralité, on n'a rien dit. On peut dire que c'est le capitalisme, c'est l'égoïsme, oui, là c'est l'humanité, quoi. Ça ne veut plus rien dire. L'ordre du monde, et l'ordre notamment du capitalisme, a toujours été un ordre hiérarchisé. Le capitalisme ne fonctionne pas sur un plan horizontal. À la fin, il faut un emprunteur final, il faut un débiteur final. Donc aujourd'hui domine la structure capitaliste mondiale les États-Unis d'Amérique, parce que leur monnaie sans contrepartie matérielle sert à tous les échanges du monde, jusqu'au jour où ça s'arrêtera et où tout s'effondrera, parce qu'il y a des milliards de feuilles de papier-monnaie qui ne correspondent à rien, à aucune production aux États-Unis d'Amérique. C'est ça la partie qui est en train de se jouer sous vos yeux, mes amis. Depuis l'été dernier, les BRICS ont constitué l'équivalent d'une banque mondiale et d'un FMI. Et ils se sont mis en commun pour garantir leurs réserves de change. L'ordre du monde est en train de basculer. Et la puissance qui est menacée, qui sont les États-Unis d'Amérique, deviennent de plus en plus agressifs, non pas parce qu'ils sont américains, mais parce qu'ils sont puissants, et que s'ils cessent d'être puissants, ils seront atrocement pauvres. Voilà ce qui est en train de se jouer. Et en Europe, évidemment que le capitalisme européen, sa structure, le capitalisme, c'est pas seulement une accumulation du capital. Le capital, dit Marx, c'est un rapport social. Ça veut dire non seulement l'accumulation, mais l'ensemble des relations qui permettent cette accumulation. Les relations juridiques, les relations culturelles, les relations politiques. Et ceux qui structurent la pyramide, c'est l'Allemagne. Et tous les autres sont d'accord. Donc, le bouquin fait la critique de la politique allemande, mais vous pouvez le prendre dans l'autre sens. La critique de tous ceux qui sont d'accord. Et que ça arrange, et qui lui font faire le sale boulot. On dit que c'est les Allemands, il ne faut pas faire autrement, c'est comme ça, ils sont sérieux, etc. Eux, ils ont une doctrine qui correspond à leur histoire nationale. C'est ce à quoi j'invite à réfléchir. La place de la nation par rapport à l'ordre géopolitique, et pour ce qui nous concerne, la place de la nation, telle que d'où la définition dans l'histoire révolutionnaire des Français, que je rappelle ici, c'est-à-dire nous ne sommes pas une nation ethnique, nous ne sommes pas définis par une ethnie, il n'y a pas d'ethnie française. Nous ne sommes même pas décrits par une langue. Il y a 29 pays qui parlent le français comme langue officielle. Alors par quoi? La religion non plus, il y en a 5 chez nous. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui fait qu'on est français? Un document administratif, la carte d'identité.
et un contrat politique qui se partage avec l'humanité entière, liberté, égalité, fraternité. Ça se partage avec tout le monde. Sur le bâtiment allemand, il y a écrit « Deutschen Volk », au peuple allemand. Mais le peuple, folk, c'est le folk au sens ethnique du terme, c'est une conception ethnique de la nation. Et comme il domine, il projette sur la construction européenne cette vision du Volksgeist, c'est-à-dire l'esprit du peuple. Qu'est-ce que ça peut bien être? L'esprit du peuple en Europe, avec des gens qui ne parlent pas allemand. La plupart ne parlent pas allemand. En fait, à part les Allemands, personne ne parle allemand. Oui, mais c'est quand même un fait. Et eux, pour eux, ça les percute, ça les fait réfléchir. Le Volksgeist qu'ils proposent, c'est le christianisme. Et les premiers agents de l'Europe et chrétienne, c'est le gouvernement allemand. Mais comme lui, il est sérieux, il va au bout de ses idées. À chaque réunion, on revient avec ça. Les Français, ils sont désinvoltes, ils sont pusillanimes. Dès qu'ils disent quelque chose, ils se sentent coupables de dire quelque chose. Résultat, la convention qui propose la Constitution européenne de 2005, personne ne parle de laïcité, vous m'entendez? Personne. Il n'y a pas un Français qui a dit « dites à propos, on voudrait parler et dire que les institutions sont laïques ». Rien, personne. On a discuté de savoir si Dieu était ou non dans la Constitution. C'est les Allemands qui ont proposé ça, ça leur paraît normal. Le Volksgeist européen, qui définit le fait qu'il y a une entité européenne, c'est le christianisme. Quand ils font ça, ils ne font que prolonger leur propre vision à eux, du Volksgeist allemand. D'ailleurs, ils disent eux-mêmes pour trouver un autre. Mais nous, les Français, pas parce que nous sommes Français, mais du fait du résultat des révolutions du passé, nous avons quelque chose à proposer. Le contrat républicain, il n'est pas français, ou alors la pénicilline est écossaise, mais ça guérit tout le monde, hein, même ceux qui ne sont pas écossais. Pourtant, c'est là-bas qu'on l'a inventé, je sais en Irlande ou en Écosse, mais enfin tout le monde comprend ce que je veux dire. Par conséquent, liberté, égalité, fraternité, ça ne fait pas un français, ça fait un rapport social et politique qui est une autre manière d'organiser la société. Après, on dit liberté jusqu'au bout, liberté individuelle, émancipation, etc., etc. Égalité jusqu'au bout, fraternité jusqu'au bout. Voilà. Comment vous faites des Deutschen Volk jusqu'au bout? Eh bien, on a déjà vu, figurez-vous. Et on le verra à chaque fois que quelqu'un voudra faire d'une ethnie un principe politique, ou d'une religion un principe politique. C'est toujours fini par des massacres. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Voilà pourquoi le nationalisme porte la guerre en lui. Tout le temps, toujours. Parce que le nationalisme suppose une essence impartageable. Seul le républicanisme révolutionnaire ne propose pas une essence, et propose au contraire le partage. Voilà pourquoi j'ai pas de mal, moi, à dire que là, le cœur de la stratégie révolutionnaire, c'est de faire exploser tout ça. Mais il faut y aller sur la critique culturelle, pas seulement se contenter de dire c'est le capitalisme le problème. Non, c'est pas que le capitalisme. C'est tous les mécanismes qui font consentir à cet ordre injuste. Et dans les mécanismes qui font consentir à cet ordre injuste, il y a l'ordre culturel. Il y a la perception qu'on a de soi, la définition que les individus ont d'eux-mêmes, la philosophie qui est portée par leurs institutions politiques. Voilà pourquoi le premier acte, le premier remède, c'est que le peuple lui-même décide qui il est à travers un processus constituant. Car quand vous faites un processus constituant, il n'y a plus rien qui est vrai. Tout est en débat. Tout est remis à zéro. Il faut parler de tout. Est-ce qu'un homme et une femme ont des droits égaux? Est-ce que, par exemple, ce cas revient toujours à ça, à la fin. De toute façon, c'est le premier problème qui permet de soulever la question de l'égalité, c'est ce rapport-là. C'est bien pourquoi là-dedans, je trouve aussi quelques éléments de réflexion sur le thème. Alors les Allemands, le gouvernement allemand, la réaction allemande a une doctrine. Ça s'appelle l'ordolibéralisme. Donc le Volksgeist, c'est le christianisme, et l'organisation politique, c'est l'ordolibéralisme. Beaucoup d'entre vous ne savaient pas que ça s'appelait comme ça, mais ils savent de quoi il s'agit. Parce que quand nous avons fait la campagne de 2005 contre la Constitution européenne, si vous vous en souvenez, le premier reproche qu'on faisait, on s'amenait en disant c'est la première fois qu'on voit une Constitution qui met dans la Constitution un régime économique. Et on disait il n'y a que deux exceptions à ça, l'URSS et l'Iran. Vous vous en rappelez? Moi je me rappelle, ça a commencé comme ça. Et on disait on ne voit pas pourquoi on met dans la Constitution la liberté du commerce, ou plus exactement la concurrence libre et non faussée. Parce que comme on s'entend ni sur libre ni sur non faussé, cette phrase ne veut rien dire d'autre, sinon d'affirmer le primat de la marchandise sur l'être humain et la réflexion politique. L'ordolibéralisme, c'est ça. C'est séparer la politique de l'économie. On fait semblant. On dit, ah mais là, dans l'économie, c'est des lois de la nature, il ne faut pas y toucher. Par exemple, la concurrence libre et non faussée. Par exemple, l'ouverture du marché. Par exemple, le refus du protectionnisme. Ça, c'est des choses, discutez pas. Règle d'or, on la met dans la Constitution. Pas de déficit.
Personne ne s'interroge sur le contenu d'un déficit, qui revient à dire que seul dans l'action publique, on n'a pas le droit de faire du crédit. Dans l'action privée, oui, mais pas dans le public. Et pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi? Vous voyez, à travers des... Alors, voilà comment ça s'appelle, l'ordolibéralisme. C'est ça que je mets en avant. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est à ça qu'on va s'affronter. Et vous pouvez jouer du violon comme vous voulez, à la fin, vous êtes autour d'une table avec M. Charles-Bleu. Et vous vous appelez Alexis Tsipras. Et vous pesez 2% de l'économie de l'Europe. Et vous avez des gens qui prétendent vous sauter sur la tête. Et vous avez le journal Le Monde, qui est un journal modéré, comme vous le savez, puisqu'il est partisan de la guerre en Afghanistan, en Syrie, en Libye, au Yémen, au Mali, en Centrafrique, en Ukraine, en Géorgie et en Moldavie. C'est un journal modéré qui est partisan de 9 guerres. Et moi, je suis un excessif, agressif et enragé qui n'en veut aucune. Eh bien, vous avez ce journal qui vous titre à la une, M. Tsipras défie les Européens, parce que lui, les Asiatiques, Tsipras, donc c'est comme on comprend, il défie les Européens. Donc ces gens-là ont décidé une coupure. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Mais maintenant, c'est eux qui sont pris à leur piège. Donc j'avais bien raison de vous dire que la force d'un pays, des fois, c'est sa dette. Parce que peut-être qu'ils croient qu'ils vont pouvoir se manger 320 milliards de dettes, mes amis. Alors ils vont vous faire peur en disant « Ah, vous faites tous 600 euros. La faute à qui? La faute à qui? Vous ne paierez les 600 euros que si on met la Grèce en défaut. Parce que comme il y a un mécanisme européen de stabilité financière, que la Banque centrale a racheté tous les types de dettes privées pour se les mettre dans sa poche, que ça lui rapporte 1,9 milliard d'euros qu'ils n'ont toujours pas rendus à la Grèce, parce que la Banque centrale n'a pas le droit de prêter à la Grèce, mais elle a le droit d'encaisser les dividendes des titres de dette de la Grèce. C'est pas mal, non, comme trouvaille. Eh bien, 320 milliards, il faudra les payer si vous mettez la Grèce en défaut, parce que c'est le mécanisme européen de stabilité financière. J'espère que vous vous en rappelez, parce que j'ai perdu un temps fou à vous expliquer ça en pleine campagne des présidentielles, si vous vous en souvenez. Voilà, pendant ce temps-là, de quoi parlait France 2 et toute la France? De la viande à l'Inde, parce que ça, c'est un sujet. Tandis que le mécanisme européen de stabilité financière, eh bien ça, c'était pas un sujet. C'est trop technique, ça fait suer 5% d'audience, d'accord? Toutes ces questions, on a enfumé, roulé les gens, on leur a menti, on les a amusés avec des sujets angoissants, comme la viande à l'âle, le fric molle et le reste dans les cantines. Eh bien, mes camarades, il faudra payer s'ils mettent la Grèce en défaut. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas envie de payer et qu'ils ne veulent pas mettre la Grèce en défaut. Donc, Tsipras leur cède des trucs, par exemple le contrôle des riches. Il demande à l'Allemagne de rendre la liste des gens qui ont touché des pots de vin sur la vente des sous-marins, parce qu'au passage, on découvre qu'au premier plan de stabilité, parce que les Grecs, les France plus qu'ils peuvent, etc., il y avait des sous-marins allemands dedans qu'il fallait qu'ils achètent, pour avoir droit à avoir les sous du FMI. Ok? Donc, maintenant ils en sont là, et là, c'est la comédie en ce moment. On s'attend à un Grexit, eh bien allez-y, faites-le. Là, je vais finir. Je vous raconte une histoire de la bouche du cheval, ou presque. Madame Merkel rencontre M. Xi Jinping, oui, qui est le président de la République populaire de Chine. Et ils viennent à discuter de l'Europe. Alors, on dit, vous avez des problèmes en ce moment? Oui, nous avons des problèmes, dit Madame Merkel. Alors, on va avoir l'Europe, la Grèce. Alors, nos économistes pensent que peut-être que la Grèce n'aurait pas dû intégrer l'euro. Et nos économistes pensent qu'ils devraient faire un effort. Et nos économistes pensent que sinon, il vaudrait mieux peut-être qu'ils soient, etc. Xi Jinping dit oui, c'est très intéressant, et nous devons tenir compte de ce que disent les économistes parce que c'est très intéressant, ils apportent beaucoup d'idées, donc nous devons tenir compte parce que c'est intéressant. Mais autre chose qui est très intéressant, c'est ce que nous disons nous. Et nous disons que nous avons 25% de nos réserves en euros, et nous n'avons pas envie que la géographie de l'euro change. Voilà pour les Chinois, autant pour les autres briques. Alors allez-y! Changez la géographie de l'euro. Allez, nous voulons voir comment vous allez vous y prendre. Donc, premièrement, vous allez vous enquiller 320 milliards à payer cash, alors que si on fait comme je dis moi, on ne paye rien. Pas parce qu'on vole, mais tout simplement parce qu'on écrit la Grèce paiera dans 100 ans. Donc, tous les papiers que vous avez, non mais attendez, écoutez-moi, c'est comptable. Tous les papiers que vous avez dans vos comptes, ils valent. Parce que personne n'a dit qu'il valent rien, on vous dit qu'il sera payé dans 100 ans. Si vous avez du 1% par an, en 100 ans, tout ça ne vaut plus rien. Vous avez annulé la dette. Je prends un exemple caricatural.
qui est un résumé, etc. Mais c'est pour vous dire, il ne faut pas raconter qu'il n'y a pas d'issue technique, il y en a. D'ailleurs, l'argent qui a été prêté à la Grèce n'existe pas. C'est de l'argent des banques, et l'argent des banques n'existe pas. Il ne vous prête pas de l'argent qu'il a, une banque. Il vous prête de l'argent que vous allez transformer en valeur matérielle. C'est un peu compliqué à comprendre, il ne faut pas expliquer ça à la télé. Puis comme ce n'est pas la télé qui le fait, personne n'est au courant. Mais les banques n'ont jamais eu plus de 8%, et ils trouvent ça écrasant de ce qu'elles prêtent. Quand elles vous prêtent 100, elles n'ont que 8 dans la caisse. Tout le reste, c'est pourquoi il y a des licences bancaires. Tout le monde n'a pas le droit de prêter aux autres de l'argent qu'il invente. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ce sont les Américains qui aussi prennent peur, qui ont un intérêt à ça, mais qui disent, attendez, mais vous allez tout faire sauter si vous mettez l'euro en danger. Donc la suite va être très intéressante. Bon, moi il faut que j'arrête, parce que sinon je ne parle pas en 2 heures. J'ai déjà 1 heure de passer. Ça fait déjà 1 heure? C'est extraordinairement bref. Bon. Allez, maintenant vous avez la parole, et je vous demande de bien m'excuser, parce que je suis un peu parti dans des digressions. Mais je pense que ça aide à comprendre des matières qui sont un peu arides, hein, sinon. Et puis, bon, moi j'ai mis de l'humour dans ce livre. Hein. Alors, j'ai même lu dans le journal Le Monde que je vais. J'ai écrit là, Madame Merkel s'en bat les couettes. Mais comme ils ne savent plus quoi inventer pour taper, il y en a un qui écrit les féministes apprécieront. Eh ben oui, ballot, parce que justement c'est une bande féministe. C'est à la place de je m'en bats autre chose. D'accord? Bon, ben voilà. C'est pour vous dire que j'ai essayé d'y mettre de l'humour pour que le livre se laisse lire. Et le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est qu'on m'ait dit que ça se laissait lire. Hein. Parce que sinon, si vous n'allez pas acheter un livre de 10 € pour lire 200 pages de thèse sur le développement de l'Allemagne, et ainsi de suite. À la fin, vous verrez, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, mais je l'aurais dit. Je raconte qu'il y a un fil rouge qui court l'histoire. Le fil rouge, il vient de loin dans l'histoire humaine, et en particulier dans l'histoire de l'Antiquité. La question a toujours été la même. Quelle est la légitimité d'un pouvoir? Au début, c'est facile. La légitimité d'un pouvoir, c'est mon revolver, c'est ma massue, c'est mon épée, et puis d'ailleurs, et quand ça ne suffit pas, je vous donne des coups parce que c'est Dieu qui m'en donne l'autorité. Première étape, je vous donne des coups de bâton sur la tête. Deuxième étape, je vous donne des coups de bâton dans la tête, hein, à partir de l'intérieur. Et puis, bon, cette question traverse. Les derniers empereurs romains sont traversés par ça. Et les philosophes leur disent, la légitimité d'un pouvoir, c'est que tu es un philosophe. Donc tu prends les bonnes décisions, parce que tout cela, ils ne sont pas capables de les prendre. Toi, tu vas savoir. Hein. Tout ça a vite trouvé sa limite. Parce que celui qui proposait cette idée-là, c'est Platon, il s'est retrouvé lui-même transformé en esclave auprès d'un tyran qui avait été conscientisé. Bon. Et cette histoire a traversé. Mais le fondement, ça a quand même été, ben, c'est les gens, les citoyens qui décident. Et en Europe, vous avez une ligne qui est comme ça. Ce sont les lignes de l'Empire romain. En deçà, la cité, il suffit d'y être et de décider pour être citoyen. Peu importe ta couleur de peau, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu arrives. C'est pas tout à fait vrai, ce sont les riches qui décident, pas les pauvres, etc. Mais enfin, en gros, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est la horde, la tribu. C'est-à-dire, c'est le droit du sang. Tu es des nôtres parce que tu es né d'un des nôtres, d'une des nôtres. Et ceci crée ton lien premier. Ton lien premier, c'est le lien du sang, le lien de la culture, de la langue que tu parles en commun avec les autres, de la dentelle particulière que tu mets pour telle fête, de l'anneau spécial que tu as dans l'oreille le jour de ton mariage, blablabla. Okay, et cette vieille frontière, évidemment, c'est celle de l'Empire romain, heureusement qu'elle n'est pas restée là où elle est, hein, mais elle a tracé 2 modes d'organisation de la société. L'un par l'ethnie, l'autre par la cité. Évidemment que ces 2 conceptions traversent toutes les nations, l'Allemagne, la France, l'Espagne, toutes les nations sont traversées par ça. Mais c'est ça la question de base, elle est de nature philosophique. Quelle est la légitimité d'un pouvoir? Quelle est la légitimité de la décision qui est prise et qui s'impose à tous par le biais de la loi? Les uns disent c'est le peuple, la libre raison, le libre débat. Les autres pensent que c'est la tradition, l'ordre éternel, ou l'ordre qui est créé par la nature des choses, la nature elle-même des fois, etc., etc. Et moi je crois que, à travers la cause que nous défendons, l'idée que nous avons de l'écosocialisme réhabilite cette idée du primat de l'humanisme sur toute autre considération d'organisation de la vie des êtres humains entre eux.